Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors Christelle, nous arrivons au site numéro 155. Nous sommes le 31 août 2019. Et bon, on pensait qu'il y avait une fraction, un milliardième de chance pour que Zelensky fasse différemment de Poroshenko, mais les 2 derniers jours ont montré l'inverse. C'est une catastrophe et si tu veux bien, je ferai un commentaire acide à un moment donné du site parce qu'il est temps de dénoncer des collusions qui me paraissent totalement antinomiques et pourtant elles existent et il faut les dénoncer parce que c'est ignoble. Voilà. Ouais, puisque du 24 au 30 août 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 60 reprises, donc on est un peu plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 12 obus d'artillerie de 122 mm, 20 obus de chars d'assaut, 171 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est à plus que la semaine passée. Et si on compte les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 465 munitions, donc on est à moins que la semaine passée. Mais enfin, comme on voit, le gros calibre, lui, augmente, donc c'est pas bon signe, hein, c'est clair. C'est pas bon. Il faut y rajouter les 21 violations et 121 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Donc on continue vers la tendance à la hausse. Si on regarde le petit graphique de la semaine et puis là les violations des dernières 24 heures, on va pas vers une baisse. Et sur l'ensemble des 121 munitions, on a quand même 9 grenades larguées par des drones et 87 obus de mortier de 120 et 82 mm. D'accord. Pas bon du tout. Et alors le bilan, il est encore pire. Il est encore pire puisque les tirs de cette semaine ont tué 8 soldats de l'RPD, en ont blessé 7. Ouais. C'est l'hécatombe. Hein. C'est rare, hein. C'est très rare. Il faut remonter Et loin. Et on en a 3 qui ont été capturés, dont 2 qui sont déjà très certainement morts. Je vais en reparler après. Les destructions dans les zones civiles sont à l'avenant. Oui, forcément. Ouais. Hein. Voilà, on montrera une petite carte d'ailleurs qui montre un petit peu les endroits où ils se sont principalement concentrés. On a quand même, entre habitation et infrastructures civiles, on en a 20 bâtiments quand même endommagés cette semaine, plus 5 durant les dernières 24 heures. Ouais. Et puis à Gorlovka, l'armée ukrainienne a aussi pris pour cible une colonie pénitentiaire, donc une prison, et un marché. D'accord. Ouais. Je sais pas pour toi, mais je pense que la fameuse réunion au format Normandie qui semblait se dessiner dans quelques jours ou dans quelques semaines risque fort de ne pas avoir lieu. Hein. Oui, vu l'application des accords de Minsk par l'Ukraine, je vois effectivement pas l'utilité d'une telle réunion. Mais bon, je parlais de l'utilisation de drones par l'armée ukrainienne, c'est quand même pas sans danger, puisque le 29 août, alors qu'ils se préparaient à envoyer une grenade VOK-17 sur Kominternovo à l'aide d'un drone, les soldats ukrainiens ont fait tomber la grenade au moment de l'accrocher au drone. Résultat, 3 blessés, dont un soldat qui a perdu ses 2 mains en essayant de rattraper la grenade. Eh ben, c'est terrible, hein, c'est terrible. La bêtise humaine et puis le concours de circonstances, franchement c'est à pleurer quoi, parce que tu te dis. Non, mais ça rejoint un commentaire d'un officier américain qui avait publié sur son blog personnel. Alors le blog a été, comment dire, bloqué, squeezé, censuré. Squeezé, censuré. Hein, donc c'est un blog sur c'est Blogspot, je crois. Donc Monsieur Tracy. De son nom de famille, qui a adressé un portrait extrêmement peu flatteur des soldats ukrainiens. Il fait partie donc de ces officiers américains qui les entraînent dans ce fameux centre d'entraînement là qui est. Et il disait, en gros, si tu prends les points principaux, donc les mecs, il disait, c'est vraiment le point faible, vraiment les soldats ukrainiens. Il disait, les mecs, en gros, sont des feignasses, des alcoolos, des voleurs, ils sont corrompus, et en plus il te disait les mecs qui sont dans l'armée c'est les moins intelligents parce que les plus intelligents ils se sont déjà barrés à l'étranger. Oui. Donc il dit même leur expliquer des trucs relativement basiques, ça se transforme en... C'est comme expliquer un truc à Perceval et Caradoc. D'accord. Oui. Hein, pour ceux qui connaissent la série Kaamelott, voilà, vous avez une petite idée. Donc le mec a vraiment dressé un portrait vitriol des soldats ukrainiens. Je vais essayer d'en faire une traduction parce que vraiment c'est cosmique. Heureusement, j'avais eu le temps de sauvegarder le texte et une archive du post.
Et vraiment, il n'est pas tendre, hein, il n'est pas tendre du tout avec eux, et ça leur a pas plu. Donc, juste après ça, comme par hasard, le blog a été supprimé. Voilà. Ils ont hurlé bien entendu au fake, mais j'ai vu qu'il y avait eu d'autres posts de cet officier sur ce blog depuis le mois de janvier de cette année, donc ça semble un peu gros là pour le fake. Oui, mais c'est toujours plus facile de mettre ça sur le compte d'un fake news, plutôt que de la réalité qui se voit tous les jours. Hein. On a affaire à des gens qui ont un cerveau de poulet, et c'est tout dans l'armée ukrainienne, hein, point barre. Hein. De toute façon, c'est logique, hein, tous ceux qui sont les plus intelligents, ils se sont barrés depuis longtemps du pays. Donc il reste que les alcoolos, les gars avec un QI à 2 chiffres. Oui, encore t'es gentil. Et puis voilà, ça donne le mec qui essaie de rattraper une grenade qui vient de tomber alors qu'il est en train d'essayer de l'accrocher à un drone. Ouais. Voilà. Puisqu'on parle de drones, on va rester sur ce sujet, mais on va parler des drones de l'OSCE, hein, puisque cette semaine, de nouveau, l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'organisation pour les empêcher de voir, là, de nouveau, les pièces d'armement lourds qui sont situées près de la ligne de front et des infrastructures ou habitations civiles. Hein, donc, on montrera une petite carte. Tous les points où vous voyez des brouillages, les services de renseignement de la RPD ont détecté des pièces d'armement lourd. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, malgré ça, l'OSCE a quand même réussi à trouver 2-3 perles, entre autres un certain nombre de véhicules de combat d'infanterie, etc., près de la ligne de front, mais aussi un lance-roquettes multiples grades situé à peine 40 mètres des maisons civiles et à 120 mètres d'une école en activité. Oh. À Tchabanovka. Ouais, c'est dans la partie de l'oblast de Lugansk. Voilà, c'est en violation des lignes de retrait de matériel lourd, donc c'est bien, un lance-roquettes de grade à 40 mètres des maisons, c'est magnifique. Je rappelle, ceci est interdit par la Convention de Genève. Oui, enfin la Convention de Genève, malheureusement, l'armée ukrainienne, elle sort. Elle se torche avec. C'est ça. Voilà. Donc, puisqu'on parlait de l'intensification de ces bombardements contre la RPD, comme nos auditeurs ont pu le voir sur le petit graphique de la semaine, on voit que ça s'est surtout intensifié donc entre le 28 et le 30 août. Le début de semaine fut relativement calme, on était plus ou moins sur la lancée de la semaine précédente, mais c'est un calme trompeur. Donc après 5 jours marqués par un nombre de violations et de munitions tirées par l'armée ukrainienne qui était relativement faible, les 2 derniers jours, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a quand même une belle hausse brutale. On a multiplié par 2 en 24 heures. Mmh. C'est pas mal, quoi. Et sur ces 2 jours, les 2 derniers jours de la semaine, les forces armées ukrainiennes ont quand même commis la moitié des violations du cessez-le-feu de la semaine écoulée, 29 sur 30, et ont tiré les 2 tiers des munitions et 59% des munitions de gros calibre qui ont été tirées sur l'ensemble de la semaine. En 2 jours. Mmh. Et c'est pas mal quand même comme score, hein. Ouais, ça rassure pas, hein, ça c'est clair. Non. Puis bon, les destructions et les victimes ont été à l'avenant, hein, puisque sur cette période, on a eu quand même 8 habitations endommagées, donc on était à presque la moitié sur les 20 bâtiments qui ont été endommagés, tu avais 17 habitations au total cette semaine, donc 8 sur 17, c'est la moitié, hein, quasiment. Mmh. Donc la moitié des habitations endommagées en 2 jours. Tout va bien. Ah oui. Et puis ça a été aussi les plus meurtriers pour les soldats de la RPD, puisque il y a eu 4 soldats tués, 6 blessés et 3 capturés par le régiment Azov lors d'une attaque sur les positions de la milice populaire située en périphérie de Gorlovka. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Hein, je rappelle, 8 morts, 7 blessés sur la semaine, et 4 tués, 6 blessés et 3 capturés en 2 jours, quoi. C'est pas mal quand même, hein. Lors de l'attaque du régiment Azov, un des soldats de la RPD a été tué sur place lors de l'attaque. L'examen de son corps a révélé qu'une de ses oreilles manquait et qu'elle a été coupée post-mortem. Un trophée, quoi. Oui, non, c'est germant, c'est intéressant, hein. Je veux dire, dans le Far West, il y avait des scalps, bon, bah là... On coupe les oreilles de taureau aussi, oreilles, pour les corridas, enfin c'est... Ouais. C'est magnifique quand même, hein. Le reporter russe Alexandre Sladkov il a souvent des très bonnes informations, indique que sur les 3 soldats capturés, il semblerait que 2 soient déjà morts. Il a aussi tenu à montrer les petits engins artisanaux qui sont largués par les drones, hein, de l'armée ukrainienne. On va montrer une petite photo
d'un des cadeaux du régiment Azov. Charmant petit engin explosif avec un joli symbole dessus. Ah. ASS. Tout va bien. Mais c'est pas des nazis. Non. Dis donc. C'est pas des nazis. On vous dit, il n'y a pas de nazis en Ukraine. Et BHL, il l'a promis. Voilà. Bon, cette situation, je pense, a peu de chances de s'améliorer, parce que bon, ça y est, hein, les nouveaux députés ukrainiens sont entrés en fonction à la Rada. Ils ont validé le cabinet des ministres établi par Zelensky. Bon, déjà, quand je vois qu'Avakov reste ministre de l'Intérieur, ça pique un peu. Ah oui, oui. Tu vois que sa petite opération de poignardage dans le dos de Poroshenko pendant les élections a porté ses fruits. Hein. Tu vois que hein, il a bien léché le cul de Zelensky et ça a marché, hein, parce qu'il reste à son poste, lui. Les autres, ils n'ont pas eu cette chance. Mais enfin, les nouvelles têtes qui ont été nommées sont la même idéologie que le gouvernement précédent. Et donc, comme je le craignais, Zelensky fait du Poroshenko bis. Voilà, puis maintenant que les nouveaux députés sont en place à la Rada, ça va être fini de lui chercher des excuses en mode oui, mais il n'a pas la majorité pour gouverner. Voilà, il a la majorité pour gouverner. Et il a pris le même genre de trou du cul que ce qu'on avait précédemment. Il a même gardé Avakov. Je rappelle qu'Avakov, quand même, il a du sang jusqu'au cou. Je veux dire, c'est quand même le chef de la garde nationale et entre autres de tous ces fameux bataillons néo-nazis comme Azov. Et là, si tu me permets, je vais essayer de faire court parce qu'il faut percer l'abcès. C'est extrêmement grave. Déjà pour l'histoire des Juifs, parce qu'il faut savoir que Zelensky est juif, que son bienfaiteur est juif lui-même. Et donc on a très clairement maintenant, on sait l'extrême différence qu'il y a entre les sionistes et les juifs. Parce que, je suis désolé, mais des sionistes qui devraient normalement combattre toute idéologie néo-nazie, là, se prêtent avec ces gens-là, avec les nostalgiques des assassins qui ont assassiné des juifs quand même sur le front de l'Est. Hein. Pas que des juifs, bien sûr, il y a aussi des Polonais, des Tziganes, des Russes, etc. Ils ont commis un véritable bain de sang, enfin, la fameuse Shoah par balle qui était pratiquée par les collaborateurs ukrainiens des nazis. Je veux dire, c'est pas une légende. Donc à un moment, ouais, non, mais tu as une collusion absolument gerbante entre ces gens-là, et c'est vraiment effrayant, et c'est des choses qui sont dénoncées d'ailleurs hein, par Edouard Dolinsky, donc qui est ce responsable juif ukrainien. Oui. Qui tweet régulièrement, si vous le trouverez sur Twitter. Il est horrifié quand il voit ça. Il y a une certaine logique ainsi dans cette collusion, parce que il y a de plus en plus d'informations historiques qui laissent penser que les nazis étaient en collusion avec les sionistes, qui voulaient en fait déporter les juifs qui voulaient absolument pas partir d'Europe, mais pour les déporter en Palestine pour pouvoir créer l'État d'Israël qui serait l'État d'Israël, ouais, non, mais de toute façon, il y a eu des trucs pas nets, et là voilà, on le voit clairement. Voilà. Je veux dire, voilà, il est à Babillard avec Netanyahou, et puis il te fait le Slava Ukraini, enfin bon. Oui, ça c'est des détails qui montrent à quel point les sionistes ont une histoire extrêmement douteuse, ils ont comment on pourrait appeler ça, ils ont le souvenir historique à géométrie variable. Ouais. Maintenant, il ne faut pas s'étonner que les juifs orthodoxes à Redim brûlent le drapeau de l'État d'Israël. Hein. Parce que et puis que tu as des gens comme Edouard Dolinsky qui prennent leur distance, y compris avec t'avais un autre chef religieux juif qui lui avait assisté à ces cérémonies absolument sacrilèges. Dire. Donc Dolinsky prend ses distances avec ces gens-là. Hein, il dit clairement, ça je cautionne pas. Quoi. Mais c'est assez effrayant de voir ce genre de collusion, parce que pour les gens normaux, ça semble complètement surréaliste. Et les gens comprennent pas, mais comment quoi. Si, mais c'est juste que c'est des gens qui ont le souvenir de l'Holocauste à géométrie variable. Ouais. Voilà. Qui viennent te dire que l'URSS a minimisé l'Holocauste, alors qu'ils sont en train de sortir au beau milieu de Babillard, je dis, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est comme si un juif se pointait à Auschwitz avec Netanyahou et sortait un Heil Hitler. Ouais, c'est ça. C'est la même. Je veux dire, voilà. Pour moi, à partir de là, je veux dire, tu comprends que ces gens-là, je veux dire, le fait qu'ils soient juifs et puis l'Holocauste, c'est un truc à géométrie variable en fonction des intérêts politiques et du moment, etc. Donc, moi, je me demande s'ils sont encore juifs en ayant des considérations pareilles. Hein.
Je sais pas. Non. Enfin, moi, j'invite personnellement les gens à s'intéresser de plus près à l'histoire Mm. de cet ensemble de franc-maçonnerie, sionisme et jésuites, surtout jésuites, avec l'histoire de la création de l'État d'Israël et les conditions dans lesquelles cet État a été créé. Voilà. En tout cas, ici aujourd'hui, on a commémoré les 1 an de la mort d'Alexandre Zakharchenko. Donc, il y aura un reportage qui va venir. On a eu 3 cérémonies officielles aujourd'hui, donc il me faut le temps, désolé, d'éditer tout le matériel vidéo, ça va prendre un petit peu de temps. Mais déjà, le 28 août, on a eu une première cérémonie officielle, en fait, de renommage d'une des places du centre-ville de Donetsk. Mhm. Qui a été renommé donc en l'honneur d'Alexandre Vladimirovitch Zakharchenko. Le lieu qui a été choisi par le chef actuel de la RPD, Denis Pouchiline, n'est nul autre que la place sur laquelle en fait a eu lieu la fameuse proclamation de la République populaire de Donetsk le 7 avril 2014. Donc cette place où j'avais déjà fait un reportage cette année pour les 5 ans de la proclamation justement. Mhm. Donc cet énorme bâtiment administratif où en fait avait eu lieu la réunion qui avait précédé donc cette proclamation, qui était ce bâtiment qui avait été pris d'assaut la veille. C'est aussi l'endroit où le drapeau de la RPD a été hissé officiellement pour la première fois. Donc c'est un lieu qui est profondément lié à l'histoire de Zakharchenko, qui a quand même fait partie des premiers défenseurs de la jeune République, dont il est très vite devenu l'un des dirigeants, puis le chef de l'État. Comme l'a rappelé Denis Pouchiline, c'est l'endroit où le peuple du Donbass a montré sa volonté, qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait alors à Kiev, entre autres le coup d'État, l'oppression de notre langue et notre culture natale, ni avec l'imposition de valeurs d'idéologie et de politiques étrangères. Pouchiline a déclaré: Alexandre Vladimirovitch est devenu un défenseur de la volonté du peuple. En réalité, il est devenu le commandant des premiers détachements de la milice, de ceux qui croyaient en notre vérité. La vérité sur le Donbass. Ils étaient prêts à défendre et ont défendu le Donbass, beaucoup d'entre eux au prix de leur vie. Malgré les risques et les difficultés, Alexandre Zakharchenko n'a pas reculé, a toujours assumé ses charges et responsabilités, qu'elles soient militaires ou étatiques. Je vais de nouveau citer Denis Pouchiline, qui a dit: Alexandre Vladimirovitch a toujours été là où c'était le plus difficile, que ce soit sur le front ou à la construction de l'État. C'est en août 2014, alors qu'on en avait besoin pour diriger notre jeune État, qu'il a assumé ce fardeau et qu'il y a fait face. Je rajouterai que pour avoir discuté en privé avec lui à ce sujet en 2016, c'était quelque chose qui était très difficile pour lui. Alexandre Zakharchenko te disait en privé: même dans mes pires cauchemars, j'aurais jamais envisagé de devenir politicien. C'était pas un politicien, et encore moins chef de l'État. Il n'était pas machiavélique pour un sou, je pense. Non, mais voilà, pour lui, il se voyait pas du tout entrer en politique. C'était pas du tout quelqu'un qui avait des volontés politiques, etc., ou une ambition politique. Et il disait c'était très très dur. Il s'était même battu jusqu'au dernier moment. Il a été blessé à la jambe pour ça. Il a été blessé à la jambe à des balles de Tsevo, etc. Enfin, je veux dire, il a toujours assumé ces risques-là. Il a continué malgré ça d'aller sur le front. Malheureusement, le courage n'a pas suffi, de même que sa détermination à défendre ses idées, ses valeurs et celles du peuple du Donbass, qu'il protégeait et représentait, parce que je rappelle qu'il a donc payé de sa vie. Je rappelle, le 31 août 2018, à 17h28, une bombe a explosé dans le café séparatiste, tuant sur le coup Alexandre Zakharchenko et l'un de ses gardes du corps. Ouais. Vu l'état de l'établissement après l'explosion, il ne pouvait pas s'en sortir vivant. Non. Et c'est même assez étonnant qu'il y ait eu que deux morts. Ouais. Très franchement, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Comme l'a dit Denis Pouchiline, hélas, notre liberté coûte très cher. La guerre a coûté la vie à des milliers et des milliers de nos compatriotes. Il n'y a pas beaucoup de héros parmi nous. Le premier chef de la RPD, Alexandre Vladimirovitch Zakharchenko, a également été tué. Nous nous souvenons et nous nous souviendrons toujours de lui. Et à partir d'aujourd'hui, cette place sera l'une des manifestations de notre gratitude et de notre mémoire. Donc je rappelle, l'attentat terroriste qui a eu lieu l'année dernière a été mené par les services secrets ukrainiens, très certainement avec l'aide des services secrets occidentaux, soit américains, soit britanniques. Un fait qui avait été, je rappelle, démenti par Kiev, mais revendiqué par l'un des députés ukrainiens de l'époque, Igor Mossichuk, qui avait déclaré publiquement que le SBU était derrière cet assassinat et que les autorités ukrainiennes devraient non seulement le revendiquer, mais en être fiers. Ouais. Être fier d'être un État terroriste, oui, bien sûr. Et je crois que cet abruti, parce que c'est un minimum
Oui. était présent à Odessa, il me semble, de mai Si chaud, 2014, il hein, était il me semble présent à bien. Odessa. Il tirait sur les gens qui étaient à la fenêtre. Il me semble bien, la vidéo le montre. Il me semble bien, hein, je suis pas sûr. Hein. Oui, il était. Voilà. Bon. Ce dont les habitants de la RPDE sont fiers, c'est celui qui fut pendant 5 ans le chef de la République. Donc là, pour marquer leur gratitude envers lui et se souvenir toujours des sacrifices qu'Alexandre Zakharchenko a fait pour son pays, la RPD a érigé une plaque commémorative en marbre sur la place qui porte désormais son nom, rappelant les faits majeurs de sa vie. On montrera une petite photo que j'ai prise sur place. Une vie qu'il a donnée pour défendre ses idéaux et ses valeurs, ainsi que la population du Donbass. Comme l'a dit, en fait, on a toujours un présentateur qui fait le speaker. Il a dit que c'est un exemple héroïque à suivre et sur base duquel en fait devraient être élevés tous les enfants de la République pour que jamais ne soit oublié le nom de celui qui a tant fait pour bâtir la RPD, les idéaux et les valeurs qu'il défendait, et je suis totalement d'accord avec ça. Voilà, j'approuve à 300%. C'était une grande perte, hein. Ça a été une grande perte pour la RPD. Ça a été une catastrophe. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a été très dur pour moi, je veux dire, de filmer toutes ces cérémonies, etc., sans me mettre à pleurer. Franchement, j'ai vraiment dû garder une concentration constante pour arriver à faire mon travail dans des conditions, on va dire, professionnelles. Parce que voilà, je connaissais Zakharchenko, on travaillait pour son administration. T'avais un petit t-shirt qu'il t'avait donné. Ouais, hein. c'est le Nashka qui m'avait offerte. Ouais, donc, la citoyenneté de la RPD, donc je veux dire, c'est quelque chose qui marque. Ouais. Donc voilà, il y aura une vidéo qui va sortir, voilà, mais il me faut un petit peu de temps, désolé, parce elle va être très longue. J'ai plus d'1h30 de matériel, donc voilà, il me faut le temps d'éditer tout ça, de faire les sous-titres, la traduction et les sous-titres, donc voilà, ça va pas. Il faudra être patient, on sait que tu es toute seule, quasiment toute seule pour travailler sur le sujet, voilà. Donc voilà. Au rayon, on va dire, tentative de faire bouger les choses de manière positive. Eh bien, samedi dernier, la chaîne russe Rossiya 24 a diffusé une émission intitulée Vérité de la tranchée, qui a pas mal déchaîné les passions, suscité pas mal de commentaires souvent négatifs sur les réseaux sociaux. Il y en a été plusieurs, dont Daniel Bessonov, mais aussi moi-même, a souligné que ça pourrait aider à faire avancer la résolution diplomatique du conflit dans le Donbass. Alors, pour expliquer pour ceux qui parlent pas russe et qui n'ont pas vu cette émission, donc le samedi 24 août, on a le journaliste de Rossiya 24, Alexandre Rogatkin, qui a réuni sur un même plateau à Moscou 3 vétérans de l'armée ukrainienne qui ont combattu dans le Donbass et 2 soldats et un vétéran des milices populaires de la RPD et de l'RPL. Donc pour discuter de la guerre dans laquelle ils s'affrontent. Bon, ça peut sembler un petit peu farfelu, mettre des ennemis face à face sur un même plateau télé pour discuter de la guerre qu'ils mènent, ça peut sembler un peu bizarre. Pourtant, pas tant que ça, puisque c'est l'un des vétérans de la fameuse opération antiterroriste, avec des gros guillemets, Alexandre Medinsky, qui est à l'origine de cette émission. Rogatkin l'a dit d'entrée de jeu, il a dit que c'est sur son initiative qu'il a décidé de réunir ces 6 soldats ou ex-soldats. Pour ceux que le nom de Medinsky fait tilter en mode mais on a déjà entendu ce nom-là. Oui, je l'avais cité dans l'affaire de la condamnation de l'italo-ukrainien Markiv pour le meurtre d'Andrea Rocchelli, ce photographe italien qui avait été tué à Slaviansk en 2014. Medinsky avait fait un post Facebook où il avait résumé en gros la pitoyable défense de Markiv. Mais en fait, Medinsky, il faut savoir, c'est un gars qui a un drôle de parcours en fait. Il a été un participant actif du Maïdan en 2014, puis soldat dans le Donbass jusqu'à 2016, mais il finit par se rendre compte qu'en fait il s'est complètement fourvoyé. Il se lance alors comme journaliste indépendant pour dire la vérité, sauf que ça n'a pas trop plu aux néo-nazis ukrainiens qui l'ont kidnappé et l'ont torturé fin 2017. Forcément, ouais. Voilà. En plus, ils ont mis toutes ces infos personnelles sur Mirodvorets, bien entendu. Après ça, Medinsky, comme Chari, a dû fuir en Union européenne, où il a demandé l'asile politique. Medinsky, j'en avais aussi parlé l'année dernière, parce qu'en plus de dire la vérité sur ce qui se passe dans son pays natal, il avait été jusqu'à demander publiquement pardon dans une vidéo. Il a demandé pardon pour le Maïdan, pardon pour tout ce qu'il avait fait et ce qu'il avait soutenu. Il avait fait ça lors du dimanche du pardon en février 2018. Tali avait fait la traduction et les sous-titres en français. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo.
Donc, cette émission qui a été faite la semaine dernière sur Russia 24, ça reste dans la droite ligne des actions de Medinsky pour essayer de changer le cours des choses qu'il a participé à mettre en place. Il avait déjà fait des vidéoconférences aussi avec Denis Lotov, un activiste anti-Maïdan, mais aussi il avait fait une vidéoconférence avec le commandant Abkhaz, qui était un commandant qui sert en République populaire de Donetsk. Donc c'est pas la première fois, je veux dire. Ça prouve une certaine humilité du personnage quand même, parce qu'il s'est fourvoyé, il l'a reconnu, alors qu'il y a des gens... et il a demandé publiquement pardon en vidéo. Enfin, je veux dire, faut... Il y a des gens qui préfèrent aller jusqu'au bout de ce délire, même s'ils savent que c'est mauvais, pour pas donner l'impression d'avoir fait une erreur, parce qu'ils ont peur de l'erreur. Mais lui, non seulement il l'a reconnu, mais je dis, il a demandé publiquement pardon en vidéo sur Internet. Il faut avoir du courage pour faire ça. Hein. Oui. Puis de l'intelligence aussi. Il faut avoir du courage. Bon, ce qui semble avoir le plus irrité, en tout cas certains, parce que ça a gueulé des deux côtés. C'est-à-dire ça a déchaîné les passions tant côté ukrainien que côté Donbass. Côté Donbass, il semble que ce qui a le plus irrité, c'est le fait qu'après l'émission, ils sont tous sortis ensemble en ville et ont chanté des chansons ukrainiennes. Bon, je comprends qu'après plus de 5 ans de guerre, il y en a qui sont en mode on déteste tout ce qui est ukrainien. Bon, mais il ne faut pas oublier que les 3 soldats ou vétérans des milices populaires qui ont participé à l'émission de Rogatkin, je veux dire, ils ont grandi dans un Donbass qui était ukrainien. Même si on est ici dans une zone linguistiquement et ethniquement et culturellement majoritairement russe, je veux dire, la culture ukrainienne a quand même marqué, oui. Marqué, je veux dire, tu peux pas... Voilà. Je veux dire, à un moment... Et puis en plus, je veux dire, comme l'ont dit tant les participants de l'émission de Rogatkin que Daniel Bessonov ou moi-même, ou même Poutine, je rappelle que les Ukrainiens, en réalité, ce sont des Russes qui ont oublié qui ils sont. Je rappelle qu'Ukrainiens, Russes et Biélorusses, c'est le même peuple. Alors, si on accepte les territoires qui étaient les territoires polonais, les plus à l'ouest, ceux, donc la Volhynie, Galicie, Ivano-Frankovsk, Lvov, voilà, cette zone-là. À part cette zone-là, sur le gros de l'Ukraine, la plus grosse partie, 90% de l'Ukraine, c'est une Ukraine qui est profondément russe, liée à l'histoire de la Russie. Je veux dire, depuis la Rousse de Kiev couvrait une partie de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie. Voilà. Je veux dire, même si après, voilà, avec les invasions, la Horde d'Or qui a tout fait éclater, etc. Je veux dire, après, petit à petit, ce qui est devenu la Russie a repris une bonne partie de ses territoires et s'est même étendu beaucoup plus à l'est, mais aussi à l'ouest. Comme je dis, je veux dire, jusqu'à la révolution bolchevique de 1917, la plus grosse partie de l'Ukraine était dans l'Empire russe. C'était ce qu'on appelait la Malorussie, la petite Russie. Tu vois, on parlait pas d'Ukrainiens, on parlait de Malorusses, de petits Russes. Voilà, tu avais les Biélorusses, qui sont les Russes blancs, on avait les grands Russes, qui sont les Russes de l'actuelle Russie, en gros, pour schématiser, et on avait les Malorusses, les petits Russes, qui étaient ce qui couvre l'Ukraine actuelle. Donc de toute façon, si on part de ce postulat-là, tes chansons ukrainiennes, en réalité, c'est des chansons malorusses, c'est-à-dire des chansons petites russes. Voilà, c'est des chansons malorusses. Donc, voilà, tu vois, si on part de ce postulat-là, c'est sûr, si on part du postulat que le peuple ukrainien, c'est un peuple différent du peuple russe, là, déjà, vous partez mal, quoi. Enfin, je veux dire, non, faut revenir un peu... Ça allait très loin, d'ailleurs, parmi les gens du Donbass, il y en a qui ont hurlé à la trahison, ils ont dit oui, vous êtes en train d'aider à la mise en place d'un plan pour ramener le Donbass au sein de l'Ukraine. Et puis c'est assez peu probable. Ouais, non, mais ça c'est clair. Il y en a qui ont sorti ouais, on va pas s'excuser de quoi que ce soit. Enfin, vous n'avez pas regardé l'émission. Vous ouvrez votre gueule, vous l'avez même pas regardé. Moi j'ai regardé en entier. Moi aussi. Ça n'a pas été facile puisque je ne comprends pas le russe, mais rien que l'expression du visage, voilà. Les attitudes. Je veux dire, à aucun moment, les vétérans de la milice populaire ou les membres actuels ne tiennent des propos pareils. À aucun moment, il y en a un qui dit on va retourner dans l'Ukraine ou ouais, il faudrait qu'on s'excuse de quelque chose. Jamais, bien au contraire. Je veux dire, si on écoute ceux qui sont contre cette initiative, entre autres côté Donbass, ils auraient dû faire quoi en fait? S'entretuer en plein cœur de Moscou, voire même sur le plateau télé. Hein, c'est d'ailleurs un risque qui avait été pris en compte par la production. Hein. Au cas où ils avaient logé les 2 équipes dans 2 hôtels différents. Hein. D'accord. Tu l'as vu quand tu regardes l'émission au tout début.
C'est tendu. Ils se regardent, c'est tendu, hein. Ils se regardent, c'est pas aimable, hein. Ça se détend petit à petit, voilà, l'émission dure presque 1 heure. C'est très lent, hein. Si vous regardez l'émission, vous allez voir, au début, ils se regardent en mode chien agressif, tu vois. Ouais. Je veux dire, je comprends qu'ils les aient logés dans 2 hôtels différents, tu vois. Mais, enfin, je veux dire, c'est quoi qu'il aurait fallu faire? S'entretuer? Ça aurait été plus acceptable? Rajouter encore un peu de sang russe, c'est-à-dire le sang des Russes qui se souviennent de qui ils sont et qui le défendent, c'est-à-dire les gens du Donbass, et ceux qui l'ont oublié, c'est-à-dire le reste de l'Ukraine. Parce qu'au final, c'est ça, hein. C'est du sang russe. C'est du sang russe. Qu'il soit ukrainien, qu'on appelle ça ukrainien ou qu'on appelle ça russe, c'est du sang russe. Hein, vous trouvez qu'il n'y en a pas eu assez qui a été versé en 5 ans? Faut en rajouter une petite couche? Je comprends, hein, qu'il y en ait qui soient très en colère. Je le comprends, hein, je veux dire. Les gens le savent, les auditeurs le savent. J'ai moi-même perdu des amis, des connaissances. Et puis Irina, qui était comme ma deuxième maman. Donc la colère, l'envie de vengeance, de leur faire payer pour ce qu'ils nous font subir, je connais. Je veux dire, je la ressens, je l'ai ressentie et je la ressens encore parfois. Mais il ne faut pas oublier que nos soldats, les soldats de l'RPD et de l'RPL, ont aussi tué beaucoup des leurs. Et que donc cette colère et cette envie de vengeance que nous on ressent, ben de l'autre côté, ils la ressentent aussi. Parce que peu importe les motivations ou les événements qui ont amené ces soldats ukrainiens sur le front, que ce soit de la propagande qui se fait laver le cerveau, que ce soit leur propre idéologie, genre les Pravi Sector, ou qu'ils aient simplement été mobilisés et puis que c'était des gens qui n'ont pas réussi à fuir à l'étranger, quelle que soit la raison qui les a amenés sur le front, ces gens-là, ils ont une famille, ils ont des amis. Et donc quand on les tue, ça entraîne forcément une rancœur de l'autre côté. Ouais, c'est pour ça que ça m'a jamais plu, moi, les gens qui mouraient sur le front, du genre que ce soit parce qu'ils ont que ce soit dans été... 5 ans ou dans l'autre. Et c'est d'ailleurs ouais. pour ça que les gens qui hurlent Minsk 2, c'est une trahison. Non. Le but, c'était d'éviter de creuser de plus en plus le grand canyon qui s'est foutu entre l'Ukraine et le Donbass. Et qui était désiré par certains pays occidentaux pour essayer de piéger la Russie. Hein. Mais bien sûr. Je veux dire, faut quand même à un moment aussi se mettre un peu à la place des gens qui sont de l'autre côté. Je veux dire, et ils sont pas tous des néo-nazis. Hein. Sur un des vétérans de l'OAT qui était sur le plateau, c'était un anti-Maïdan qui s'est retrouvé sur le front à cause de la mobilisation. Voilà, il y en a combien des comme lui qui sont morts, qui ont été tués lors des combats contre la RPD et les RPL? Alors bien sûr, il y a les criminels de guerre, les néo-nazis prêts à exterminer jusqu'aux derniers habitants du Donbass qui adhèrent pas à leur idéologie. Je ne nie pas ça, Bessonov non plus. Mais à un moment, il faut admettre que tous les soldats ukrainiens ne partagent pas cette idéologie, y compris parmi ceux qui sont morts. Et comme je dis, leur famille, leurs proches les pleurent et eux aussi ils crient vengeance. Donc on fait quoi? On fait œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à ce qu'il reste plus personne? Ouais, parce que c'est sans limite. Hein. C'est sans limite, hein, je veux dire, on peut continuer comme ça. C'était le but de Minsk 2, c'est d'arrêter de verser le sang russe, que ce soit celui des Russes qui se souviennent de qui ils sont ou de ceux qui ont oublié qui ils sont. Arrêter de le verser comme ça. Parce que après, je veux dire, le Donbass ne retournera pas au sein de l'Ukraine. Ah bah non, à mon avis. Mais si on veut qu'un jour, on puisse rétablir ne serait-ce que des relations pacifiques, comme ça a été fait par exemple entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il faut limiter le bain de sang. Plus on creuse, plus on rajoute du sang, sur le sang, plus ça va être compliqué. Hein. Plus ça va être compliqué. Ça je vous le dis. Voilà. Alors bien sûr, on a eu droit à tous les analyses de canapé, avec tous ceux qui disent oui, mais aucune guerre civile ne s'est jamais finie autrement que par une victoire militaire d'une des deux parties. Et donc quoi? C'est une justification pour pas tenter de faire la paix? Qu'il faut aller jusqu'à la défaite complète de l'armée ukrainienne jusqu'au dernier Ukrop? Ah oui, d'accord. Mais alors, comme l'a dit Bessonov, je rappelle chef du service de presse de la milice populaire de RPD, personne n'a pensé aux pertes qu'on allait devoir avoir, même chez nous, pour obtenir cette défaite. Et comme il l'a rappelé, si nous disons que la guerre est une guerre civile et que les Ukrainiens sont des Russes mais qui ont été trompés, alors à qui profite la perte de plus de 100 000 hommes russes des deux côtés? Est-ce que ça profiterait pas aux partenaires occidentaux? C'est clair. Là-dessus, il a été très intelligent, Bessonov. Il a parfaitement raison. Les seuls à qui ça profite qu'on s'entretue, c'est Washington. Hein. Ah, c'est clair.
absolument limpide. Et je rappelle que faire la paix, c'est pas mettre un genou à terre, se soumettre ou obliger le Donbass à réintégrer l'Ukraine. Le Donbass est russe et les Russes ne se rendent pas. Faire la paix, c'est mettre fin à la guerre et aux morts tant civils que militaires des deux côtés. Et pour faire la paix, il faut discuter. Et puisque Zelensky, comme on le voit, fait un Poroshenko bis et donc va suivre le même chemin de la guerre, que les autorités ukrainiennes ne veulent toujours pas discuter directement avec les RPD et les RPL, alors pourquoi ne pas tenter d'un essai de paix par en bas au lieu d'attendre indéfiniment qu'elle arrive par en haut? Sous prétexte que ça n'a jamais été réussi, est-ce qu'il faudrait renoncer à essayer? Je vous raconte pas, hein, si l'humanité avait suivi un tel précepte, on n'aurait même pas inventé le feu. Hein. Non, mais de toute façon, avec la direction que prend Zelensky, c'est sûrement pas par là que la paix viendra. Hein. Ça, non, évident. Voilà. En plus, je rappelle que les vétérans ukrainiens, ils ont pris un risque en venant jusqu'à Moscou. Ils ne savaient pas s'ils allaient pas se faire arrêter à la descente de l'avion pour leurs éventuels crimes de guerre. Ils auraient pu être reconnus dans la rue, parce que Medinsky, il est connu. Hein. Ouais. Ils auraient pu se faire taper sur la gueule dans le meilleur des cas, voire pire. Parce que quand je vois certains des messages qui ont fleuri sur les réseaux sociaux samedi, moi je dis, ils ont pris des risques. Ils se sont aussi exposés au risque de représailles à leur retour en Ukraine pour deux d'entre eux. Hein. Plus sûrement encore, oui. Voilà. S'ils ont pris ce risque, c'est pour faire un pas pour la paix, comme ils l'ont dit lors de l'émission. Tout ne sera pas résolu par cette émission, mais c'est un premier pas. Les deux camps ne se sont pas pardonnés, mais à la fin de l'émission, ils se respectaient. C'est déjà un premier pas positif. Ah, ils sont serrés la main, ils sont voilà, et puis après, ils sont des partis accolades, dehors, et ils sont allés boire un verre ensemble, et ils ont donc chanté ces chansons ukrainiennes dans les rues de Moscou. Voilà. Bon, autre point majeur de ceux qui critiquent l'émission parmi les soutiens du Donbass, c'est qu'à aucun moment, les miliciens ou vétérans de la milice n'ont ni renié leurs valeurs, ni ce qu'ils défendent, et ils n'ont rien dit qui soit dommageable pour la cause du Donbass. Par contre, les vétérans ukrainiens, ils ont quand même confirmé des faits importants. Ils ont confirmé que les forces armées ukrainiennes tirent à l'artillerie et au mortier sur les villes et villages du Donbass depuis plus de 5 ans, et que c'est pas nous qui nous tirons sur nous-mêmes, comme le dit la propagande ukrainienne. Ils ont reconnu que c'est une guerre civile et non pas une guerre contre l'armée russe. Et ils ont reconnu que les bataillons punitifs comme Azov, Haïdar, Secteur Droit et tous les autres, ce sont des groupes armés illégaux qui doivent être dissous et leurs membres mis en prison. Rien que ça, ce qu'ils ont dit, ça sera entendu en Ukraine. Et là, Kiev va pas pouvoir hurler à la propagande russe, hein, désolé, hein, c'est vos gars. Hein. C'est tes propres vétérans qui énoncent des faits, qui énoncent des vérités. Et ce qu'ils ont dit sera aussi entendu en Russie, où ils vont pouvoir voir que non, tous les Ukrainiens sont pas des adeptes de Bandera. Et qu'il y a des gens qui veulent ramener la paix. Donc ça, c'est super important pour aider ce processus de paix. Voilà. Pour ce qui est du dénouement possible, je vais citer Daniel Bessonov qui a résumé les espoirs. Je parle bien d'espoir, ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça. Mais c'est l'espoir que nous, on a d'arriver à quelque chose comme ça au bout d'un tel processus qui a commencé par cette émission. Il dit « Je n'arrête pas de dire que peu importe qui sera le président de l'Ukraine, la politique ne changera pas parce que l'Ukraine est annexée par l'Amérique. Il y a donc plusieurs façons de résoudre le conflit dans le Donbass. Bien sûr, nous voulons tous que la Russie rassemble ses troupes et envoie les Ukrops jusqu'à Bruxelles, mais apparemment, pour l'instant, ça reste seulement notre rêve. Envisageons donc d'autres options. L'option la plus acceptable pour les blogueurs de canapé est une offensive à grande échelle des forces armées de nos républiques et la défaite des forces armées ukrainiennes. Mais cette option entraînera des dizaines de milliers de morts, y compris de notre côté. On ne sait pas non plus combien de civils mourront. C'est ce qu'avait dit déjà Pouchiline il y a 3 ans, lors d'une interview. Il avait dit, oui, on peut. Mais les villes qu'on va devoir à un moment encercler pour les prendre, comme Debaltsevo on a fait en 2015, les conditions de vie à l'intérieur, ça va être Leningrad. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Il disait déjà Debaltsevo, après, quand on a dû reconstruire tout derrière, ça nous a coûté énormément. Il y a des gens qui sont morts de soif, de faim, etc. Il dit, vous imaginez une ville comme Mariupol qui fait une toute autre taille que Debaltsevo? Voilà, ça les gens, ils oublient un petit peu. Je poursuis donc avec la citation de Bessonov. Il dit, une autre option serait que la société ukrainienne voie et décide de résister à l'annexion américaine, de sorte que garder l'Ukraine sous contrôle pour les États-Unis devienne un fardeau insupportable. C'est une option très réelle, mais dans un avenir lointain. Cette option exige également des programmes similaires avec des négociations publiques et honnêtes entre les forces de première ligne des deux parties. Il dit, à mon avis, le plus réaliste est une option diplomatique complexe. Jusqu'à présent, tout se passe entre politiciens. Si un processus de négociation global et complet est lancé avec les combattants de première ligne, le résultat ne se fera pas attendre longtemps. Vous demanderez quel sera le résultat, je ne vois qu'une seule option. Les forces armées ukrainiennes quitteront volontairement le Donbass et retourneront sur les lieux de déploiement permanent de leurs unités. Je reconnais que les chances d'arriver à un résultat comme celui-là, c'est mon opinion personnelle, sont faibles, très faibles.
Mais aussi faible soit-elle, faut le tenter. Si elle ne serait qu'une chance sur 1 milliard de résoudre ce conflit sans provoquer un nouveau bain de sang, il faut essayer. Vaut mieux essayer et échouer que de ne rien tenter pour empêcher que la pire option se produise. Et c'est l'essence même d'ailleurs des accords de Minsk. Arrêtez de hurler à la trahison. Le but, c'est de tenter. Déjà, il y avait la nécessité pour la Russie de gagner du temps, parce qu'ils devaient s'occuper de la situation en Syrie. Mais en plus, le but, c'était de limiter le bain de sang. Avant les accords de Minsk, les morts, on les comptait pas par 10 ou par 15 par semaine. On les comptait en centaines par jour. Au plus fort de la guerre en 2014, on avait des dizaines, voire parfois centaines de morts par jour. Voilà. Donc vous êtes gentils avec vos histoires d'offensives généralisées, etc. Réfléchissez 2 minutes. Je veux dire, en 5 ans de guerre, les positions sont fortifiées. Arriver maintenant à briser ce truc-là, ça va nous coûter des dizaines de milliers de soldats. Enfin, faut quand même bien le réaliser quand même. Hein. Donc, moi, ils sont mignons, hein, les experts de canapé, mais ça devient un peu gavant. On avait parlé de toutes ces procédures lancées en Ukraine contre Poroshenko pour tous ces crimes. Eh ben, il n'est pas le seul. Il va être rejoint maintenant par l'ex-président de la Verkhovna Rada, Andriy Paroubi, monsieur néo-nazi, monsieur le fondateur du Parti national-socialiste ukrainien. De nouveau sur demande de Portnov, hein, donc c'est toujours le même hein, qui fournit les informations. Le Bureau national d'enquête ukrainien a ouvert une procédure pénale contre Paroubi pour les événements qui ont eu lieu le 2 mai 2014 à Odessa, donc le massacre d'Odessa. Donc c'est Portnov qui l'a annoncé hein, sur sa chaîne Telegram. Il a dit actes terroristes, contrôle de groupes armés illégaux, organisation d'émeutes de masse, accompagnées de violences et de la mort de plusieurs personnes, trafic d'armes illégal. Le Bureau national d'enquête a répondu à mon témoignage sur l'organisation par Paroubi d'exécutions de masse à Odessa le 2 mai 2014. Il a d'ailleurs également joint les copies des documents hein, qui prouvent que l'affaire pénale a été ouverte en vertu de l'article 294, émeutes de masse, 263, utilisation illégale d'armes et 258, actes terroristes. Il a dit tous les coupables devraient être condamnés à de longues peines d'emprisonnement afin que personne dans notre pays n'ose plus jamais commettre des meurtres de masse pour le pouvoir et le profit. Je rappelle, hein, de mai 2014, il y a eu quand même plusieurs dizaines de personnes, si pas plus, oui. qui... donc, je vous donne les chiffres officiels. Hein, certainement que les chiffres officieux d'ailleurs soient beaucoup plus élevés, mais bon, donc, ce sont des personnes qui sont mortes dans la maison des syndicats à Odessa, après que la maison des syndicats a été encerclée et incendiée à coups de cocktails Molotov par tous les néo-nazis ukrainiens qui étaient rassemblés là, par Paroubi, d'ailleurs plus ou moins c'était vanté de ce truc-là en disant oui, c'était nécessaire pour éviter que Odessa ne finisse comme Donetsk et Lugansk. Donc c'est un peu logique qu'ils se retrouvent poursuivis pour ça. Donc on va voir maintenant si la justice ukrainienne va faire son boulot ou s'ils vont enterrer le dossier. On va voir. Et puis alors, pour une fois, ça ne sera pas un pendant ce temps-là à Kiev, ça sera un pendant ce temps-là à Washington. Parce qu'ils nous en ont sorti une tellement énorme que là je ne pouvais pas résister. Vas-y. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors vas-y. Alors, vous savez que donc Washington a décrit la Russie et la Chine comme ses deux adversaires potentiels pour un conflit réel. Et donc là, ils font des exercices militaires pour se préparer à une éventuelle guerre. Et donc, pour se préparer à ça, les soldats du US Air Force ont été contraints de vivre et de s'entraîner dans des conditions exceptionnellement dures. Retenez bien le truc, hein. Pendant leur séjour à la base aérienne de Powidz en Pologne. Alors, ce qu'ils appellent exceptionnellement dur, c'est donc privé d'eau courante, de repas chauds, enfin de cantine en fait, hein. Et de toilettes à l'intérieur des bâtiments. Donc, ça a été rapporté par le journal d'information Defense News qui citait le colonel américain Don Yates, hein, commandant du 4e escadron de chasse, des conditions qui ont été imposées délibérément hein, pour imposer à ces soldats une expérience de terrain. Hein, voilà. Selon ce média, de telles conditions spartiates sont utilisées pour préparer les soldats à des opérations dans des conflits avec un adversaire à leur mesure, comme la Russie ou la Chine. Il a dit, je cite, « Plus ça craint ici, vous mangez des rations de survie, vous sortez chier dehors, plus le moral est élevé. En Pologne, nous avions des gens qui dormaient dans des hamacs, non pas parce qu'il le fallait, mais parce que je voulais qu'ils ressentent ce que c'est que de vivre sur le terrain. » Oui. Ouais. Bon, les mecs, je veux pas être méchante, mais ce que vous appelez vivre à la dure, c'est le quotidien de nos soldats sur le front, et d'un paquet de civils aussi qui vivent tant sur le front qu'à la campagne. Y compris des personnes âgées. Moi, je connais plein de babouchkas qui vivent dans des maisons qui ont les chiottes dehors.
au fond du jardin. Je veux dire, c'est pas exceptionnel. En Russie aussi, d'ailleurs. Hein, il y a encore une proportion non négligeable de gens qui ont toujours les chiottes au fond du jardin et pas à l'intérieur de la maison. Hein. C'est-à-dire un critère de certains libéraux d'opposition russe pour dire que la Russie est toujours un pays d'arriérés. D'accord. Voilà. Alors, si pour vous, c'est des conditions spartiates et exceptionnellement dures, je vais vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas prêt à affronter la Russie ni la Chine. Hein. Vous êtes juste une bande de chochottes. Hein. Non, mais sérieusement, je veux dire, moi je connais des gens qui ont été ici des volontaires qui avaient fait la seconde guerre de Tchétchénie, qui m'ont expliqué qu'ils se sont retrouvés à un moment complètement encerclés, et qu'en gros, c'est même pas les rations de survie qu'ils ont bouffé. Ils ont bouffé les rats, ils ont bouffé les vers de terre, ils ont bouffé tout ce qu'il y avait. Mmh. D'accord? Ça, c'est des conditions spartiates et à la dure. D'accord? Vous pensez réellement vous allez pouvoir vous préparer comme ça, là, juste en devant aller chier dans les champs et à bouffer vos rations de survie. D'ailleurs, si elles étaient bien élaborées, je veux dire, les rations de survie russes, t'as un petit truc pour faire un réchaud, hein, donc tu peux cuisiner ta bouffe. Vous appelez ça vivre à la Spartiate, vous? Ouais, qu'est-ce que tu veux, ils s'illusionnent avec peu de choses, hein. Ah, ça me fait rigoler, hein. Vous êtes pas prêts non plus pour affronter l'hiver russe. Hein. Je vous conseille de réviser Napoléon, campagne de Russie, Hitler, hein, front de l'Est. Vous allez voir ce que c'est que des vraies conditions à la Spartiate. Non, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez oublier. Voilà, ça j'en donc, voyais. voilà. Donc voilà, exceptionnellement, voilà, si ça vous plaît que j'étende au patron américain pendant ce temps-là, vous me le dites en commentaire. Voilà, c'est un petit truc exceptionnel pour une fois, mais si ça vous plaît et que je vois d'autres perles magnifiques, j'en ferai d'autres. Mais donc voilà, c'est ça la situation. Donc c'est pas très bon. On a la rentrée des classes là lundi. Ça va pas être top quoi. Dans les conditions de bombardement actuelles, ça va vraiment pas être bien. Les discussions pour l'échange de prisonniers se continuent entre la Russie et l'Ukraine. Mais voilà, je suis pas très optimiste pour la suite là, quand je vois Avakov qui reste à sa place. Oui, bah oui, non, mais là c'est inconcevable. Voilà. C'est plié. Là, je vous le dis tout de suite. Oui, non, ça va partir en couille. C'est-à-dire ce qu'on est beaucoup à ressentir. On pense que ça va déraper. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vois pas d'amélioration durable avec l'équipe qu'il a réunie, le père Zelensky. Donc malheureusement, j'avais raison. Voilà, il a fait une Poroshenko bis. J'en ai marre d'avoir raison, j'en ai marre. Et donc voilà. Donc semaine prochaine, il n'y aura pas de site-rep parce que je vais me prendre des vacances. J'en ai besoin. J'ai besoin de me reposer. Ça fait un an que j'ai pas pris de congé. Donc on se dit à dans 15 jours. Ça marche. Merci en tout cas de toute façon du site-rep d'aujourd'hui, Christelle. Donc à dans 15 jours, à samedi, dans 15 jours. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.